Blitzkrieg, la guerre éclair, judicieusement nommée. Le leader nazi Adolf Hitler et ses généraux savaient que l'Allemagne pouvait difficilement se permettre une autre guerre d'usure statique comme celle qui s'est déroulée dans les tranchées de la Grande Guerre, et ils ont donc conçu ensemble un nouveau style de guerre audacieux et agressif qui mettait l'accent sur la vitesse et la coordination étroite de chacune des branches de la Wehrmacht allemande. Cependant, Hitler, voulant maintenir son autorité sur de vastes campagnes, en Tchécoslovaquie, Pologne, Scandinavie et Europe de l'Ouest, peinait à suivre les événements depuis Berlin, la capitale, tels qu'ils se déroulaient sur le champ de bataille. Ainsi, avec ses vues fixées sur ce qu'il considérait comme sa plus grande entreprise militaire à ce jour, l'invasion de l'Union soviétique, il décida d'établir un nouveau poste de commandement militaire sécurisé aussi loin à l'est que possible, afin de le garder près de l'action alors qu'il guidait l'Allemagne vers ce qu'il voyait comme leur destin. Toujours rappelé comme le repère du loup, ce complexe avec ses murs en béton armé, sa force de sécurité lourde, ses obstacles naturels et son schéma de camouflage élaboré, est devenu le poste de commandement le plus bien protégé au monde entre 1941 et 1944. Et pourtant, c'est ici que le Führer se retrouverait le plus proche de la mort des mains autres que les siennes. Avec Hitler ayant passé 850 jours au repère du loup pendant la guerre, plus qu'ailleurs au sein du Troisième Reich, dans cet épisode, nous allons examiner l'histoire de sa création et son utilisation par l'homme qui rêvait de mener son armée à travers toute l'Europe, l'Asie et le monde. C'est depuis une cellule de la prison de Landsberg, suite à son coup d'État raté en 1923, que Hitler a travaillé sur le livre qui allait définir le mouvement socialiste nationaliste en Allemagne, Mein Kampf signifiant ma lutte. Mêlé à ses observations politiques, théories du complot, idées d'eugénisme et discussions sur le sport de la boxe, il a esquissé l'avenir tel qu'il le voyait pour l'Allemagne sous la bannière des nazis. Détaché de la société allemande, il envisageait l'émergence d'un nouvel empire allemand, des cendres de la défaite dans la Grande Guerre. Un empire encore plus puissant que celui supervisé par les anciens Kaisers, qui s'étendrait au-delà de ses propres frontières à travers l'Europe, et finalement à travers le globe, et il serait à la tête de tout cela, immortalisé en tant que constructeur de cette nouvelle superpuissance. Les nouveaux territoires serviraient, comme il les voyait, à alimenter et nourrir la nouvelle patrie. Le passage suivant de son livre disant, je cite, « Si de nouveaux territoires devaient être acquis en Europe, cela aurait dû être principalement aux dépens de la Russie, et une fois de plus, le nouvel empire allemand aurait repris sa marche sur la même route que celle autrefois foulée par les chevaliers teutoniques, cette fois pour acquérir du sol pour la charrue allemande, par le moyen de l'épée allemande, et ainsi fournir à la nation son pain quotidien. » Fin de citation. Cela n'a laissé aucun de ses partisans dans le doute que la guerre avec l'Union soviétique était dans l'avenir de l'Allemagne une fois qu'il serait arrivé au pouvoir et aurait mis en mouvement les roues du destin qu'il leur avait promis. Cela, couplé à son mépris total pour le fait que la fin des années 30 verrait une période de coopération clandestine entre Hitler et les Soviétiques sous Joseph Staline, une coopération clandestine entre Hitler et les Soviétiques sous Joseph Staline, en particulier sur les questions militaires, comme un moyen pour l'Allemagne de contourner les restrictions du traité de Versailles. Cela a culminé avec le pacte Molotov-Ribbentrop, un traité de non-agression entre les deux puissances, signé en août 1939, qui a divisé l'Europe de l'Est en deux secteurs, où chaque signataire pouvait exercer son influence sans interférence de l'autre. Bien que cela allait à l'encontre de l'idéologie de Hitler, c'était un mouvement politique astucieux de la part du Führer, lui permettant de poursuivre son expansion en préparation de son inévitable affrontement avec Moscou sans provoquer la colère de Staline avant qu'il ne soit prêt. Un peu plus d'une semaine et demie plus tard, ayant déjà conquis la Tchécoslovaquie, Hitler a décidé que le moment était venu d'envahir la Pologne. Alors qu'il avait sécurisé son flanc est pour les puissances occidentales de la Grande-Bretagne et de la France, qui ont déclaré la guerre aux puissances occidentales de la Grande-Bretagne et de la France, qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3e septembre 1939. Ce développement a distrait Hitler de regarder vers l'Est tout au long du reste de 1939 et bien dans l'été de 1940. D'ici là, il avait ajouté la Belgique, le Danemark, la Hollande, la France, le Luxembourg et la Norvège à ses conquêtes, tandis que la Grande-Bretagne était sur les cordes avec Hermann Göring, le chef de la force aérienne allemande, la Luftwaffe, lui promettant que ses pilotes forceraient Londres à se rendre dans les jours à venir. Cela a poussé Hitler à détourner son attention de la Grande-Bretagne et à envisager la prochaine étape de la guerre, l'invasion de l'Union soviétique.
Jusqu'à présent, ses ennemis s'étaient avérés inférieurs en tactique ou en équipement, mais alors qu'il considérait l'armée rouge soviétique comme étant également inférieure en performance individuelle par rapport à sa propre Wehrmacht, il a été contraint d'accepter qu'il détenait un avantage significatif en nombre et il se battrait sur un front beaucoup plus large que tous ceux jusqu'à présent. Il a également reconnu que la vitesse allait à nouveau être la clé du succès afin d'empêcher les soviétiques de se mobiliser pleinement contre sa force d'invasion. Et donc, afin de réduire le temps que les informations mettaient à lui parvenir et que ses ordres soient transmis à la ligne de front, Hitler a décidé qu'il avait besoin d'un bunker de commandement aussi proche que possible du front. Il a donc donné l'ordre au docteur Fritz Stütt, un ingénieur en construction qui en mars 1940 avait été nommé Reichsminister pour l'armement et les munitions, de commencer à chercher un emplacement pour un tel bunker aussi proche que possible de la frontière que l'Allemagne nazie partageait désormais avec l'Union soviétique suite à la conquête de la Pologne. Stütt et son entourage ont commencé une recherche exhaustive de divers emplacements avant de se fixer sur un morceau de forêt près de la ville de Rastenburg, dans le nord-est de la Pologne, à seulement 50 miles de la frontière soviétique. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard par Todt, la région offrait de nombreux avantages comme site pour ce qui allait devenir le quartier général le plus important dans l'effort de guerre des nazis. D'une part, la région était peu peuplée, avec peu de cibles d'intérêt qui pourraient attirer les avions ennemis qui pourraient tomber sur le bunker. La dense forêt rendait également plus facile la dissimulation des routes d'accès et même des fortifications prévues elles-mêmes. Si le bunker devait être découvert, alors aidant à sa protection serait le système lacustre du Missouri, un marais accompagnant qui se trouvait entre lui et la frontière et créait un obstacle naturel pour une force terrestre approchante. À proximité se trouvait la forteresse de Bojan et une ancienne caserne polonaise pouvant abriter une grande force de protection. Rastenburg possédait également des liaisons routières et ferroviaires idéales et même en 935 qui pourraient être développées pour répondre aux besoins de la Luftwaffe. En bref, c'était comme si l'endroit était fait sur mesure pour les besoins du Führer et le 15 novembre 1940, Hitler a autorisé le début de la construction et a exigé qu'elle soit terminée en avril de l'année suivante. Le secret était bien sûr d'une importance primordiale pour l'ensemble de l'effort, car Staline croyait toujours que Hitler respecterait leur pacte et était lui-même distrait par sa guerre avec la Finlande qui ne se passait pas aussi bien qu'il l'espérait. Ceci malgré les rapports de sa frontière occidentale concernant les avions de reconnaissance allemands pénétrant dans l'espace aérien soviétique et au cours des mois suivants une augmentation notable des troupes allemandes et pro-Axe en Pologne occupée. Pour dissimuler la construction d'un bunker près de Rastenburg, une fausse histoire d'usine chimique en développement a été créée comme couverture. Ce front a permis à Todt de commander des matériaux à des entrepreneurs allemands qui resteraient ignorants de ce que des espions soviétiques ou britanniques pourraient découvrir le projet et ensuite alerter Staline. Même alors, des indices révélaient ce qui se construisait réellement. L'entreprise Heuer à Hambourg, par exemple, s'est retrouvée sous contrat pour fabriquer d'énormes dalles monolithiques en béton armé conçues pour Israéliens, pour se connecter ensemble en une structure extrêmement résistante. La responsabilité principale de la construction du site est revenue à deux entreprises, Weiss & Freytag et Dickerhoff & Wittmann, qui avaient toutes deux une grande expérience dans la construction de structures fortifiées pour le gouvernement allemand. Il supervisait une armée de plus de 2000 travailleurs recrutés parmi le mouvement ouvrier de Todt qui portait des salopettes vertes de l'ancienne armée tchèque pour s'identifier aux troupes allemandes chargées de garder la zone. Et pourtant, malgré ses efforts pour protéger le travail, Todt avait négligé une chose qui menaçait de faire éclater tout le projet. Durant cette période de coopération officielle entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, la compagnie aérienne d'État soviétique Aeroflot empruntait une route entre Moscou et Berlin qui passait au-dessus de la région. Cependant, dans un retournement ironique, le fait que ces vols soient autorisés à se dérouler sans entrave a en réalité alimenté le leurre d'une usine chimique, puisque les soviétiques raisonnaient que Hitler ne laisserait jamais les vols continuer s'il s'agissait de quelque chose de plus.
Ainsi, il était fréquent que les pilotes de ligne soviétiques regardent en bas, inconscients de la construction du bunker, d'où tant de misère serait dirigée contre leur peuple dans les nombreux bunkers, tunnels de liaison, routes et périmètres de protection. Tous les nombreux bunkers, tunnels de liaison, routes et périmètres de protection se sont avérés trop complexes pour respecter l'échéance d'avril 1941 du Führer et en fait, il ne serait achevé qu'à la veille de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique par Hitler, le 22 juin 1941. D'ici là, la tanière du loup, comme elle était devenue connue grâce à la penchant de Hitler pour se comparer à un loup, s'était transformée en un complexe et tentaculaire caché dans la forêt grâce à un schéma de camouflage élaboré conçu pour faire se fondre les immenses bunkers en béton dans le paysage forestier environnant lorsqu'ils sont vus depuis un avion. Le Führer est arrivé pour la première fois à la tanière du loup le 24 juin, juste 48 heures après le début de l'invasion. Il y était resté plus longtemps qu'ailleurs dans l'étendue de l'Empire, qu'il avait forgé dans le feu et le sang. En entrant dans l'installation, Hitler a dû se sentir rassuré de sa sécurité grâce à la profondeur des arrangements de sécurité. Le site de 250 hectares contenait 3 zones de sécurité distinctes, chacune bien défendue contre une force d'attaque au sol. La zone de sécurité la plus externe, ou Sperrkreis, était naturellement la coquille dure externe de l'installation. Elle consistait en une haute clôture en acier de fil barbelé et un champ de mines et était gardée par des membres de la Führerbegleitbrigade ou Führerbegleitbrigade, une unité de sécurité blindée spéciale de la Wehrmacht allemande qui contrôlait l'entrée et la sortie de toutes les personnes à la fois dans et hors de chaque zone. La zone de sécurité intermédiaire abritait les quartiers de plusieurs ministres du Reich de Hitler qui devaient rester proches du Führer pendant qu'il dirigeait l'invasion de l'Union soviétique. Cela incluait les propres quartiers de Todt jusqu'à ce qu'il soit accidentellement tué le 8 février 1942 lorsque son avion s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aéroport de Rastenburg. Après l'incident, s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aéroport de Rastenburg. Après l'incident, il logeait dans cette zone intermédiaire les casernes du SS Reichssicherheitsdienst ou Reichssicherheitsdienst, qui était directement responsable de la protection de ces hauts fonctionnaires du parti. Les quartiers d'une grande partie du personnel de soutien subalterne de la tanière du loup se trouvaient aussi dans cette zone. Bien que les chiffres varient selon leurs sources et le moment de la guerre où ils ont été cités, au moins 2000 personnes travaillaient à la tanière du loup un jour typique. Cependant, parfois ce chiffre gonflait à plus du double de ce nombre lors des périodes de crise stratégique. Enfin, il y avait la zone la plus intérieure et le cœur même de la tanière du loup. Cette zone, protégée par une autre clôture en acier lourd, était gardée par le Reichssicherheitsdienst. Au sein de cette zone, qui aurait la responsabilité principale de protéger Hitler, la sécurité était gérée par le SS Begleitkommando der Führer ou Führerbegleitkommando qui opérait sous le commandement de l'Obersturmbannführer Bruno Gescher. Bien qu'il faisait généralement confiance à ses soldats pour être près de lui, ils avaient été rigoureusement contrôlés pour être à ses côtés. Ils avaient même subi un contrôle strict pour confirmer leur loyauté. Ils n'ont jamais eu à rendre leurs armes et n'ont jamais été fouillés, contrairement à la Reichssicherheitsdienst qui devait toujours rester à une certaine distance de Hitler. C'est ici que se trouvait le Führerbunker et 10 autres bunkers camouflés, construits en béton armés d'acier de 2 mètres ou 6 pieds et 7 pouces d'épaisseur. Ces abris protégeaient les membres du cercle intime de Hitler tels que Martin Bormann, la sécurité privée très détestée de Hitler et le Reichsmarschall Hermann Göring de toutes les bombes alliées, sauf les plus lourdes. Le logement de Hitler résistait à toutes les bombes alliées, sauf les plus lourdes. Le logement de Hitler était conçu pour éviter la lumière directe du soleil, qui pourrait rendre l'intérieur inconfortable, et comportait une salle de conférence pour les réunions avec son personnel. Après avoir finalement emménagé dans la tanière, Hitler s'est attelé à la tâche de diriger Barbarossa et dans ses premiers jours, les nouvelles de l'Est étaient bonnes. Les troupes allemandes, accompagnées d'un certain nombre d'alliés anti-soviétiques tels que la Finlande, la Roumanie, la Hongrie et ses alliés italiens de longue date, déferlaient sur les régions occidentales de l'Union soviétique, l'armée rouge, se révélant presque totalement incompétente face à la Wehrmacht, désormais très expérimentée et motivée. C'est ce dont Hitler rêvait lorsqu'il dictait Mein Kampf depuis sa cellule de la prison de Landsberg. Il commandait une armée depuis un poste prêt à abattre l'ours soviétique.
Une journée typique pour Hitler commençait par le petit déjeuner, suivi d'une promenade seule avec son chien bien-aimé Blondie à 10 heures, après quoi il regardait le dernier courrier qui lui avait été livré par avion depuis Berlin. Après cela venait un déjeuner tardif à 14 heures, après quoi il consacrait quelques heures à des questions non militaires concernant la gestion du Troisième Reich, quelque chose qui l'intéressait rarement. Après une courte pause café, une deuxième réunion était généralement organisée concernant la situation sur le front, suivie d'un dîner à 19h30, après quoi il y avait une période de détente et de socialisation pour lui et son cercle intime. La Tanière du Loup avait son cinéma, fréquenté régulièrement par Hitler, où il écoutait de la musique typiquement allemande de Beethoven ou Wagner sur un gramophone. Bien que la Tanière du Loup offrait à Hitler de nombreux avantages de la civilisation, elle était rarement confortable, étant plutôt froide en hiver et tout aussi chaude en été. Ce dernier état étant rendu d'autant plus insupportable par les nuées de moustiques provenant des marécages environnants que les exterminateurs allemands n'ont jamais pu éliminer. Être invité à dîner avec Hitler offrait à son personnel l'occasion d'avoir l'oreille du Führer pendant 1 heure ou 2, pour exprimer leurs opinions en privé si l'occasion se présentait. Mais, pour les Allemands typiquement sanguins, cela signifiait souvent qu'ils devaient supporter les repas végétariens, car le Führer ne croyait pas en la consommation de viande. Plus tard dans la guerre, les serviteurs ou même les invités se retrouvaient également à devoir goûter la nourriture d'un Hitler de plus en plus paranoïaque pour détecter du poison. L'obsession d'Hitler de conquérir la Russie est vite devenue un problème pour les autres engagés du Troisième Reich, surtout pour le maréchal Erwin Rommel, en conflit constant avec les forces britanniques en Afrique du Nord. La Tanière du Loup n'empêchait pas Hitler de surveiller les autres fronts. Après tout, il bénéficiait d'excellentes liaisons de communication grâce à la ligne de chemin de fer principale qui traversait une flotte d'avions de transport en attente, mais plutôt c'était que l'esprit de Hitler semblait devenir largement fixé sur la tâche de conquérir la Russie chaque fois qu'il séjournait à la Tanière du Loup. C'était son but, et c'est pourquoi il était là. Ainsi, lorsque vous considérez qu'Albert Speer a déclaré que le Führer n'a passé que 57 jours loin de Rastenburg entre la mi-juillet 1941 et mars 1942, la frustration que les autres commandants sur d'autres théâtres ont dû commencer à ressentir devient d'autant plus claire. Comme si cela ne suffisait pas à donner mal à la tête à la direction militaire allemande, le Wolfslayer a connu un autre revers imprévu dans leur campagne à l'Est. L'intention avait toujours été d'améliorer l'efficacité de la direction allemande dirigeant la bataille, mais être si proche du front a permis à Hitler de commencer à microgérer Barbarossa lorsque la situation sur le front de l'Est a commencé à changer suite à l'hiver de 1941 et 1942. Il modifiait fréquemment les plans ou contredisait ses commandants sur un coup de tête, ce qui entraînait des moments de confusion sur la ligne de front. Et il redirigeait souvent les unités de combat, en particulier les panzers vitaux loin de leur position précédente, réduisant considérablement leur disponibilité pour repousser le nombre croissant de chars soviétiques qui apparaissaient comme le nombre croissant de chars soviétiques qui apparaissaient. Au cours de l'été de 1942, Hitler avait commencé à comprendre la gravité de la situation dans laquelle il avait conduit l'Allemagne, incluant maintenant les États-Unis, après que Hitler leur ait déclaré la guerre en soutien au Japon en décembre 1941 contre l'avis de presque tout son cercle intime. Il a donc commencé à craindre pour sa sécurité même dans son bunker oriental bien protégé. Alors que Hitler était confiant qu'il était à l'abri des combattants de la résistance polonaise ou d'une unité de commando alliée tentant de pénétrer dans la tanière, la force croissante que la Royal Air Force britannique démontrait contre l'Allemagne avec leurs nouveaux bombardiers puissants à 4 moteurs, et bien sûr qui étaient maintenant rejoints par les puissantes forces aériennes de l'armée américaine, a commencé à convaincre Hitler que les Alliés tenteraient de l'assassiner avec une frappe aérienne pendant qu'il résidait dans la tanière du Loup. Göring a essayé de le rassurer en lui disant qu'une telle attaque était peu pratique, étant donné que seuls les bombardiers alliés à la plus longue portée avaient une chance d'atteindre Rastenburg depuis la Grande-Bretagne et qu'il ferait dos face à une opposition intense des chasseurs de la Luftwaffe tout le long de l'Europe occidentale et centrale. Göring a également souligné qu'il n'était même pas sûr que les alliés occidentaux connaissaient l'emplacement de la tanière du Loup, et même s'ils le savaient, ils devraient utiliser des bombes exceptionnellement lourdes pour pénétrer ses plafonds et murs renforcés. Mais malgré ces assurances, Hitler n'était pas convaincu.
Göring et sa Luftwaffe l'avaient trahi à Dunkerque. Il l'avait trahi lors de la bataille d'Angleterre, et il le trahissait maintenant sur le front de l'Est. Il a donc ordonné de renforcer la protection de la tanière du Loup, surtout contre les attaques aériennes. Dans ce cas, Göring avait raison sur tout sauf un détail. Les alliés occidentaux avaient recueilli, en interceptant les communications allemandes à destination et en provenance du bunker, son emplacement approximatif, mais ils ont jugé que Göring avait souligné à Hitler. Quant à l'armée de l'air soviétique, bien qu'elle ait eu moins de distance à parcourir pour se rendre à Rastenburg, elle manquait d'avions stratégiques adaptés à un tel raid, ces bombardiers étant plutôt adaptés pour soutenir l'armée rouge. Néanmoins, à partir de 1942, Hitler regardait toujours le ciel au-dessus de la forêt, imaginant des essaims de bombardiers alliés volant au-dessus de lui, tous essayant de le tuer. Cependant, la situation au sol représentait la vraie menace. D'ici 1943, la Wehrmacht avait complètement perdu sa fenêtre d'opportunité pour vaincre de manière décisive l'armée rouge, qui était maintenant non seulement mobilisée avec littéralement des millions d'hommes de plus que les forces de l'Axe, mais bénéficiait également de plus grands pouvoirs technologiques grâce à la livraison d'avions et de chars américains et britanniques qui leur permettaient de remplacer leurs types obsolètes, tandis que les usines soviétiques, qui avaient déménagé vers l'Est, commençaient à produire leur propre équipement moderne. Bien que les Allemands aient généralement encore un avantage qualitatif, la bataille de Koursk en juillet 1943 a prouvé le vieil adage soviétique selon lequel la quantité avait une qualité à part entière, et à partir de ce moment-là, les Allemands ont été laissés en retraite face au nombre supérieur de soviétiques. La protection de la tanière du Loup a donc été renforcée, et le bunker d'Hitler a obtenu sa propre zone de sécurité. En revenant avec Hitler à la mi-1944, l'une de ses secrétaires, Traudl Junger, a décrit la tanière du Loup comme étant méconnaissable par rapport à sa visite précédente. Cependant, assez célèbrement, la véritable menace pour la vie d'Hitler ne venait pas d'une armée approchante, mais de ses propres rangs. Le 20e juillet 1944, un groupe d'hommes d'Hitler, dirigé par le colonel Klaus von Stauffenberg, a tenté de l'assassiner à la tanière du Loup en introduisant clandestinement une bombe et en la plaçant sous une table. C'est cette table qui sauverait finalement la vie d'Hitler car elle le protégeait de l'explosion et von Stauffenberg et ses co-conspirateurs ont été arrêtés et exécutés, tout comme un certain nombre d'autres personnes considérées comme une menace pour le Führer, y compris le renard du désert Erwin Rommel, qui estimait que son Afrika Korps avait été trahi par Hitler et son obsession pour la Russie. Comme on peut le comprendre, le complot du 20 juillet a davantage ruiné les nerfs d'Hitler et a accentué sa perception de la guerre. Traudl Junger déclarerait plus tard qu'entre août et novembre 1944, les alertes aériennes retentissaient presque chaque jour, alors que les avions de reconnaissance soviétiques, depuis des terrains d'aviation proches de la forêt de Rastenburg, survolaient de ça la région à la recherche de cibles. Hitler était convaincu qu'après chacun de ces vols, des bombardiers suivraient pour essayer de le tuer. En réalité, le site était si bien camouflé que les pilotes soviétiques avaient rarement une idée de ce qu'ils survolaient ou croyaient même encore que les bâtiments qu'ils voyaient étaient les restes d'une usine chimique. Le 14 septembre 1944, l'armée rouge a commencé son offensive balte qui visait à libérer l'Estonie et la Lituanie du contrôle allemand et à frapper le nord de la Pologne. Hitler est resté à la tanière du Loup pendant 2 mois pour diriger la contre-offensive, mais la situation était désespérée. Les Allemands et leurs derniers alliés de l'Axe à l'Est luttaient contre l'inévitable, et donc, le 20 novembre 1944, il a été contraint de quitter Rastenburg pour la dernière fois afin de se réinstaller pour les derniers jours de la guerre et de sa vie. Il a laissé des ordres à la SS pour commencer à détruire toutes les traces de la tanière du Loup, mais elle était si bien construite qu'ils n'ont pas pu terminer la tâche. Le 27 janvier 1945, une formation de troupes soviétiques est arrivée dans la forêt, les derniers regards allemands ayant maintenant abandonné leur poste. Les troupes soviétiques s'attendaient à rencontrer des positions de l'armée allemande fortifiées établies par la Wehrmacht en retraite pour essayer de les retarder. Le site étant si bien camouflé, il leur a fallu plusieurs heures pour réaliser qu'ils avaient capturé le bunker oriental de Hitler, probablement le centre de commandement le plus fortifié de tout le front, sans avoir tiré un seul coup de feu.